déjà que Philippe m'avait dit bonjour. Bien, on est bien entouré ici. Alors, effectivement, je travaille beaucoup dans tout ce qui est réduction des émissions de CO2 dans les compagnies aériennes, dans les aéroports. C'est des missions que je fais régulièrement. Et ce qui me choque toujours, c'est quand j'interviens dans les médias, quand je fais des débats avec les écolos, on a vraiment un décalage entre cette réalité de l'aviation qui fait des efforts et un discours qui est que l'aviation ne fait rien, que de toute façon c'est toujours de pire en pire, et qu'éventuellement on aura peut-être une évolution en 2035 avec des avions super futuristes et en lesquels eux ne croient pas. Alors qu'en réalité, il y a déjà énormément de leviers sur lesquels on peut travailler tout de suite pour réduire massivement les émissions du secteur, qu'on parle d'émissions de CO2 ou qu'on parle de son bilan réchauffement climatique d'une manière générale, parce que vous savez que ça ne s'arrête pas au CO2. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. C'est en train de s'afficher. Il s'affiche? Les leviers d'action pour une aviation durable? Je pense que c'est oui, ça me dit que ça partage de mon côté. Vous pouvez me confirmer juste que c'est bon? C'est bon. Oui, c'est bon. Ok, super, merci à tous. Alors, premier point, je voudrais juste refaire d'abord en 30 secondes vraiment ce que c'est que la réalité du bilan écologique de l'aviation. On sait qu'il y a une difficulté qui est incroyable, c'est de mesurer réellement les effets réchauffants ou refroidissants de l'aviation, parce qu'on a tout un tas d'émissions qui sont à différentes altitudes et qui n'ont pas du coup les mêmes effets. De l'eau, du soufre, des NOx, en basse et en haute altitude, ils ont parfois des effets réchauffants, c'est ceux qu'on voit sur le tableau de droite, et des effets refroidissants, c'est ceux qui sont en bleu dans ce tableau. Et vous voyez qu'il y a quand même des incertitudes qui sont relativement larges sur certains paramètres, et du coup, c'est pour ça qu'on avait du mal à quantifier. Ce qui est plus simple à quantifier, c'est évidemment le bilan carbone. Et à ce bilan carbone, on ajoute l'effet des contrails, et le bilan, c'est qu'en réalité, au total, le réchauffement climatique dû à l'aviation, c'est seulement 3,5% du réchauffement global. Alors que vous entendez souvent dans les médias des chiffres qui vont être de 6-7%, qui sont des extrapolations des études de 2012, qui ne prennent pas en compte l'évolution technique, qui ne prennent pas en compte un certain nombre de facteurs, et qui sont les fourchettes hautes des études qui avaient été réalisées à l'époque. Alors qu'en réalité, maintenant, on a des mesures qui sont beaucoup plus précises. Et donc, quand quelqu'un vous dit l'aviation, c'est 6, 7, vous dites non, c'est 3,5% du réchauffement climatique. Les autres chiffres sont faux et ils sont vieux. Avec également un ratio qui est important aussi à avoir en tête, c'est 3,5% du réchauffement climatique, mais c'est 4,7% de la richesse mondiale créée dans le monde. Donc, il n'y a même pas un ratio mauvais en termes de réchauffement climatique par rapport à la richesse qui va être créée, avec des impacts très importants, y compris sur les gens qui ne prennent pas l'avion. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste toujours. Il y a 12% de la population mondiale qui prend l'avion, mais en réalité, l'aviation génère plus de 10% de la croissance dans des zones comme les Caraïbes ou l'Afrique. Et sans aviation, il y a des zones entières qui seraient encore plus sinistrées qu'elles ne sont déjà. Donc c'est vraiment important. L'aviation ne se contente pas de servir les gens qui prennent l'avion, c'est beaucoup plus large que ça. Je ne parle même pas du fret et de tous les autres éléments. On voit que pour les émissions de CO2 de l'aviation, quand on parle uniquement du carbone émis par les avions, on a à peu près, enfin c'est même pas à peu près, c'est précis, 915 millions de tonnes de CO2 qui sont émises chaque année. À quoi on peut ajouter, d'après les calculs, quand on essaie d'être méchant avec l'aviation, tout le CO2 qui est produit par la production de ce carburant, tout également la production de ce qui se fait dans les aéroports, et également la production de l'appareil en lui-même. Et quand on ajoute tout ça, on arrive à peu près à 1,1 milliard de tonnes de CO2 émis chaque année par l'aviation. Et c'est pour ça que vous avez toujours des fourchettes qui peuvent sembler relativement larges. On vous dit, eh ben, l'aviation, ça représente 2,2% du CO2, ou alors ça représente 2,8% du CO2. Ça dépend encore une fois si vous prenez la fourchette, les avions qui émettent, ou alors la totalité de l'aviation d'une manière globale. Donc on est entre 2,2% et 2,8% du CO2, mais si on considère que c'est 2,8%, on considère que les raffineries ont un bilan carbone qui est nul. C'est-à-dire qu'on prend sur l'utilisateur final la totalité des émissions de tout ce qui dépend de lui. Et donc ça, c'est une façon de travailler qui est un petit peu injuste, parce que ça voudrait dire finalement que les raffineries n'ont aucun effort à faire puisqu'elles n'émettent plus rien. Il faut vraiment répartir le bilan carbone en fonction des différents acteurs. C'est comme ça qu'on utilise, qu'on tombe sur un chiffre de 2,2% du CO2. Et le CO2 n'étant pas le seul gaz à effet de serre, vous avez ici sur la gauche la répartition
Le CO2 représente 75% des gaz qui représentent le réchauffement climatique, mais vous avez aussi le méthane et vous avez aussi des NOx, vous avez plein de choses. Ce qui fait qu'en réalité, reprise sur les gaz à effet réchauffant, les 915 millions de tonnes, c'est 1,8% du CO2, 1,8% des émissions, et c'est 2,3% quand on prend la globalité. Donc même en étant méchant en englobant la totalité des émissions, l'aviation ne peut pas représenter plus de 2,3% des émissions de réchauffement climatique dans le monde, 3,5% quand on inclut les contrails, comme on l'a vu juste avant. Ça, c'était une petite introduction, je voulais être très rapide. Et on a du coup un objectif qui est ambitieux, c'est plus ou moins de diviser par 3 les émissions de CO2 nettes du secteur d'ici 2050. Mais déjà, d'ici la fin de la décennie, on va voir ensemble ce qu'on peut faire pour réduire le bilan CO2. Donc là, je parle vraiment juste CO2 du secteur aérien. Le premier, c'est tout ce qui est autour du trafic aérien. Vous savez que les avions et le trafic aérien, c'est organisé d'une manière où on ne fait pas de ligne droite. C'est-à-dire que pour faire simple, vous allez aller de Paris jusqu'à Tokyo. Le Paris-Tokyo, on utilise des balises qui sont au sol, qui sont historiques, qui correspondent plus ou moins aux grands aéroports, mais qui font que du coup, on ne fait pas des lignes droites, on perd un petit peu de temps en vol. Sur l'Union européenne, ça représente 6% du temps perdu parce qu'on fait des petits détours pour aller, par exemple, de Naples jusqu'à Londres. On ne va pas faire une ligne droite. Donc 6% de temps perdu. Et sur l'Europe, on a également 30% de temps d'attente inutile parce qu'on a un trafic aérien qui est peu optimisé, parce que parfois on a des attentes quand on arrive le vendredi soir à Londres avant que le Covid arrive, parce qu'on a aussi des grèves du trafic aérien. Et tout ça fait qu'on peut, sans changer les avions, donc là je parle vraiment de choses opérationnelles très rapidement, on peut réduire de 10% le bilan carbone de l'aviation juste en optimisant le trafic aérien. Vous savez aussi qu'il y a certaines routes sur lesquelles le fait de passer sur la route la plus optimisée va coûter plus cher. Je reprends mon exemple du Paris-Tokyo. Le Paris-Tokyo, la ligne la plus droite, la plus directe, donc la moins consommatrice de carburant et la moins émettrice de CO2, coûte tellement plus cher en Russie que ça coûte, finalement, c'est plus avantageux de voler plus au sud, donc d'être plus polluant. Donc il faut aussi travailler avec l'ATC qui permettrait de rouler plus droit, d'aller plus droit et d'arrêter de faire des détours, mais aussi peut-être de réfléchir à une manière de rendre les routes les plus vertueuses moins chères que celles qui polluent un petit peu plus. Le deuxième élément, c'est l'organisation qui est en train d'arriver. On voit il y a des nouveaux avions qui sont très pertinents et qui permettent notamment de réduire la place des hubs et permettent de faire des vols directs. Vous savez que par exemple, si vous allez au Japon, si vous allez, on va changer de destination en Thaïlande, si vous faites un vol direct, un Paris-Bangkok par exemple, ou si vous faites une escale à Dubaï, avec une escale à Dubaï, vous allez augmenter le bilan carbone du passager de plus de 50%. Plus 50% parce qu'on fait une escale. Vous avez la 321 XLR qui est un avion qui permettra, et là on parle d'un avion qui va être livré très prochainement, de faire des vols directs entre les villes régionales. Et par exemple, on pourrait imaginer demain des vols directs entre Marseille et la Martinique, entre le vol qui avait été fait, c'était entre les Maldives et Toulouse, donc 11 heures de vol, et avec un avion qui fait 200 sièges. Et ces avions, comme ils font 200 sièges, ils peuvent être rentables parce qu'on a une rentabilité qui est possible à partir de 80% de remplissage. Tandis que si vous prenez des avions long courrier d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas réellement être rentable. On se souvient de XL Airways qui avait essayé de faire des vols directs entre les Antilles et Marseille. Ils n'avaient pas réussi à avoir un remplissage suffisant, donc ce n'était pas efficace. Là, le fait d'avoir des avions qui peuvent éviter de faire une escale à Paris, alors évidemment, c'est peut-être pas bon pour ceux dont le modèle est établi sur le fait de faire des hubs, mais par contre, pour le bien du réchauffement climatique, c'est vrai qu'on aura une amélioration de l'efficacité énergétique de l'aviation. Et de la même manière, vous avez des petits appareils de moins de 20 sièges qu'on appelle des commuters qui sont en train d'arriver d'une manière excessivement rapide sur une électrification. On a des premiers modèles qui sont en train de s'électrifier, notamment aux États-Unis, en Amérique du Nord. Vous avez du rétrofit avec ManiX, vous pouvez regarder. Eux, ils arrivent à faire des vols électriques, 100% électriques, dès l'année prochaine, en opération. Donc, on parle de vols commerciaux, 300 vols par jour qui vont être réalisés, par exemple, par la compagnie Harbour Air. Et ces vols électriques réduisent le coût d'à peu près 60% parce qu'on n'a plus de carburant, parce qu'on a une maintenance qui est largement allégée. Et le fait que ces appareils soient disponibles, il y a une étude qui a été réalisée sur l'Allemagne. À gauche de ces trois cartes, vous avez
l'Allemagne, donc les aéroports disponibles. Au milieu, vous avez les lignes qui sont aujourd'hui ouvertes au trafic intérieur. Et à droite, vous avez les lignes potentielles qui pourraient être ouvertes et qui pourraient être rentables avec ces fameux commuteurs électriques qui sont en train d'arriver. Donc vous voyez, on n'aura plus besoin de faire d'escale. Entre Brest et Bordeaux, on pourra peut-être avoir des lignes directes de 20 sièges, plusieurs avions par jour par exemple, qui pourraient assurer ce type de trajet-là. Et encore une fois, c'est quelque chose, l'amélioration de l'organisation générale du trafic aurait un effet effectivement qui serait très positif. Ensuite, on a tout ce qui est écopilotage. Vous en connaissez certainement plein d'exemples. Le fait de faire des descentes et des décollages avec des pentes ou des vitesses qui seraient adaptées à la situation. Vous avez le fait de rouler sur un seul moteur, le fait de réduire l'utilisation ou éviter l'utilisation des reverse. Et on a également les big data qui arrivent. Vous avez des startups qui sont très, très performantes pour faire ça parce qu'elles vont s'adapter et proposer aux pilotes une situation et des paramètres de vol qui vont être optimisés. Elle va dire à quel moment ça vaut le coup d'accélérer pendant le roulage parce qu'ils connaissent déjà la pente qu'il va y avoir sur le taxiway. Est-ce que ça vaut le coup d'accélérer? Non, parce que t'inquiète pas, tu es en pente, tu vas reprendre de la vitesse. Ils prennent vraiment en compte énormément d'éléments et ça, on peut avoir beaucoup d'améliorations. Ensuite, il y a aussi pour améliorer l'écopilotage, c'est un exemple que j'aime bien donner parce qu'il a déjà été validé par l'IATA, c'est le fait d'avoir une transmission automatique de ce qu'on appelle les pile rep. Donc quand un pilote rentre dans une zone de turbulence, normalement, il va s'adapter d'une manière qui est brusque, parce qu'il arrive, il a des turbulences, donc il va changer d'altitude, il va réduire sa vitesse pour qu'on les ressente un petit peu moins. Sauf que l'avion qui arrive derrière, en réalité, si on l'avertissait, lui, il pourrait faire ça d'une manière plus progressive. Ralentir, se mettre à une altitude qui serait une couche qui ne serait pas turbulente. Et le fait que ces rapports se fassent automatiquement, ça permet en fait d'avoir on s'adapte d'une manière plus progressive et donc ça réduit la consommation de carburant des avions qui sont derrière. Et donc toutes ces bonnes pratiques d'écopilotage, ça va représenter encore une fois à peu près 6% de réduction des émissions de CO2. C'est des exemples concrets parce que vous avez des compagnies aériennes qui sont excessivement, malheureusement pas assez nombreuses aujourd'hui. Par exemple, vous regardez Transavia qui applique quasiment toutes les bonnes pratiques qu'elle peut trouver. Elle fait 120 à 150 kg de carburant économisé pour chaque vol parce qu'elle applique ces bonnes pratiques d'écopilotage en comparaison avec des compagnies qui ne le font pas. Et donc les startups, comme je donne l'exemple toujours, mais Open Airlines et Safety Line, vous cumulez ces deux sociétés-là, vous êtes sûr de gagner 3, 4, 5% de consommation de carburant tout de suite sans attendre le renouvellement de la flotte. Ensuite, quelque chose que je trouve toujours super sexy, c'est l'allègement des avions. Vous savez que quand un avion est plus lourd de 100 kg, il va consommer 3,5 kg de carburant de plus pour chaque heure de vol. Donc évidemment, on a tout intérêt à avoir des avions les plus légers possibles. United Airlines, en partant de ce principe, avait fait son magazine de bord 48 grammes plus léger, en utilisant du papier qui était plus fin. En utilisant cette bonne pratique, sur une année, ils avaient économisé 643 000 litres de carburant. Donc vraiment, les 48 grammes, ça a une importance. Et ça, il y a plein d'exemples. Est-ce que vous savez que dans un avion, il peut y avoir jusqu'à 100 kg d'eau qui vont s'accumuler dans les moquettes, dans les faux plafonds, dans les parois, dans les sols, de l'eau inutile. Donc, on a la possibilité d'avoir des systèmes d'assèchement. Évidemment, on peut remplacer les sièges. Évidemment, on peut avoir des systèmes de cabine, des moquettes qui vont être plus légères. Et on peut aussi remplacer les EFB, donc les mallettes de vol dans lesquelles il y a beaucoup de papier, c'est l'image en haut, par des iPads qui contiennent la même information, mais qui permettent d'économiser 10 kg. Et il y a plein d'exemples comme ça sur lesquels on ne pense pas à ce qu'on pourrait retirer, mais les protections sur les moteurs, il y a certaines compagnies aériennes, certes, ça pèse que 150 grammes, mais à force de voir, si vous avez 1500 vols par jour, ça a un impact carbone réel. Le petit en bas à droite, vous voyez les gens qui vont aux toilettes, ça c'est quelque chose... Si chaque passager dans le monde s'allégeait de 100 grammes avant d'embarquer, on économiserait 50 000 tonnes de carburant par an dans le monde. 150 000 tonnes de CO2. 50 000, c'est x3 en gros. Donc, il y a vraiment un intérêt à aussi inciter les passagers à voler léger. Et cet exemple d'aller aux toilettes avant de voler, il y a une compagnie japonaise qui a déjà commencé à demander à ses passagers de bien vouloir se délester d'une centaine de grammes avant d'embarquer. Donc, la réduction du poids, on est autour de 5% potentiel de réduction. Ensuite, il y a les infrastructures aéroportuaires. Et là, quand un avion arrive au poste, donc tous les aéroports ne sont pas équipés dans le monde, mais on peut brancher les aéroports on peut brancher l'avion sur l'aéroport
pour directement avoir la clim qui vient du sol. Parce que quand on n'a pas la clim qui vient du sol, il faut utiliser celle qui est générée à partir de l'APU, donc de l'électricité, qui est générée à partir de carbone, à partir de kérosène classique, qui se trouve dans la queue, ce générateur. Donc il y a ça, et évidemment l'électricité du sol. Donc l'électricité du sol, la clim du sol, ça on peut encore une fois gagner autour de 3%. Ensuite, il y a le roulage. Certains aéroports commencent déjà à avoir 100% de leur roulage qui se fait électrique et qui amène l'avion le plus proche possible des pistes parce que les avions sont très très peu efficaces pour rouler. Ils sont faits pour voler, les moteurs sont faits pour voler. Par contre, au sol, on consomme beaucoup d'énergie et beaucoup de carburant en fait pour simplement pouvoir aller à l'autre bout de la piste. Et là, on est en train de développer des systèmes. Donc là, vous avez par exemple ce petit tracteur électrique, mais vous avez aussi Wheeltug qui a réussi à vendre déjà une centaine de ces roues électriques qui permettent d'avoir un moteur électrique qui soit directement intégré dans la roue. On leur souhaite beaucoup de succès. En tout cas, les tests ont été concluants, d'où le fait que plein de compagnies, donc ALM, aujourd'hui sont en train de s'équiper avec ce système-là. On peut encore parler de 4% de réduction des émissions grâce au roulage optimisé. Ensuite, vous avez des choses qui sont un petit peu plus anecdotiques, mais le fait de voler en formation, vous savez, comme les canards qui font leur migration, quand ils volent les uns derrière les autres, ceux qui sont derrière profitent de l'aspiration, et du coup, ça consommerait, alors ça c'est Airbus qui développe un système qui s'appelle Fellowfly, dans lequel l'avion qui suit, avec 5 km d'écart, aurait une réduction de 5 à 10% de sa consommation de carburant. Donc là, on parle vraiment de vol à longue distance, les avions se retrouvent, 5 km d'écart, il faut des GPS améliorés, il faut des centrales inertie qui marchent bien, il faut un TICAS renforcé. Mais ça, on parle encore une fois, 10%, c'est absolument colossal. Sur les vols transatlantiques, on en a quand même énormément qui se font tous les jours. Une belle opportunité de plus. Ensuite, il y a tout ce qui est autour du nettoyage des avions. Il y a deux types de nettoyage. Il y a évidemment le nettoyage moteur. Et là, dans les big data, on peut vous dire à quel moment c'est optimal de laver le moteur pour réussir à regagner quelques pourcents de poussée, ou en tout cas réduire la perte qui part sous forme de chaleur. Et vous avez le nettoyage directement de l'avion avec des sortes de grosses grues qui n'est pas forcément bien fait ou pas toujours fait au bon rythme. Et notamment les compagnies qui vont souvent, ou les aéroports avec beaucoup de sable, je pense aux Émirats, en Afrique du Nord, vous avez la possibilité d'améliorer le poids de l'avion, parce que retirer tout le sable, ça a un poids également, mais également le fait qu'il soit plus fluide dans l'air, il y a moins de frottement, et donc on réduit la traînée de l'avion. Et là, le nettoyage, on peut aller jusqu'à 2% de réduction de la consommation en nettoyant correctement les avions. On parle de moyenne mondiale, peut-être qu'en Suède, ce sera 0,5%, mais par contre, peut-être qu'en Afrique subsaharienne, ce sera 3%. Donc, je parle toujours en moyenne mondiale. Ensuite, il y a des choses qui impactent un petit peu plus directement la structure de l'appareil. Par exemple, le fait de changer les winglets. Donc, les winglets, c'est le bout de l'aile qui va être relevé. Et le fait de placer un winglet, vous pouvez économiser 5% de carburant parce que les avions n'étaient pas équipés de winglets il y a une quinzaine d'années pour certains. Et donc, quand ils ont encore 10 ans de potentiel de vie, évidemment, ça vaut le coup de les remplacer. C'est une procédure qui est relativement lourde, qui nécessite quand même d'être faite pendant une période de maintenance. Mais vous avez comme ça des grandes maintenances qui arrivent tous les 5 ans. Donc, c'est quelque chose qui vaut le coup. Et de la même manière, il y a des nouvelles peintures de nouvelle génération qui sont beaucoup plus lisses. Alors, on parle de microns, mais en gros, moins vous avez d'aspérité, plus votre avion va être efficace, moins il y aura de traînées, moins il y a de poussière qui vont se mettre dedans. Et donc ça, encore une fois, on est autour de entre 5 et 6% de réduction des émissions de CO2. Ensuite, il y a quelque chose qui coûte très cher, c'est tout ce qui est autour des carburants alternatifs. Vous savez que les carburants alternatifs de l'aviation ne sont pas ceux qu'on a accepté de prendre pour la voiture, parce que ceux de la voiture ont un gros défaut. Ils sont en concurrence à la fois avec la nature, c'est-à-dire qu'ils acceptent l'huile de palme, c'est-à-dire qu'on défriche l'Indonésie pour pouvoir faire du carburant de voiture, et ils sont également en concurrence avec la nourriture, donc de la betterave, du maïs, des choses du coup, qui font augmenter le prix des matières premières alimentaires et qui mettent des gens dans la famine. Il y a eu des exemples qui ont été documentés, notamment au Mexique. L'aviation ne veut pas ça. L'aviation va faire uniquement du carburant à partir de jus de poubelle. 30 000 tonnes de carburant sont produits chaque année en France à partir d'huiles de friture qui sont recyclées, qui sont récupérées, récoltées. On est en train d'utiliser également, de mettre en place tout ce qui est équarrissage, donc les graisses animales.
Et ça va permettre d'atteindre à la fin de la décennie 5% du carburant d'aviation en Europe sera d'origine renouvelable. Et donc là, c'est des choses qui allaient réellement dans des incinérateurs ou qui finissaient dans les égouts. Le coût, par contre, est très élevé. Si on met 1%, et c'est l'objectif de la fin de la décennie, 1% de carburant alternatif juste pour la France, on augmente la facture pétrolière de 180 millions d'euros pour les compagnies aériennes. Donc c'est une bonne pratique qui coûte très cher. Celle que je vous ai donnée jusqu'à maintenant, la plupart, il y a un retour sur investissement très rapide. Les big data, le retour sur investissement, il est 30 fois plus élevé que le coût de l'application. Vous mettez 1 million chez l'application, vous récoltez 30 millions de réduction de carburant. Donc ça vaut vraiment le coup. Là, on est sur des situations dans lesquelles il n'est pas économiquement viable d'appliquer les bonnes pratiques. Et de la même manière, il y a une procédure qui est relativement peu connue, mais ce qu'on appelle le fuel tankering. Vous savez que le pétrole a un coût qui est très variable en fonction des aéroports. Par exemple, il y a 50% d'écart, enfin le pétrole est 50% plus cher en Corse qu'à Amsterdam, par exemple. Donc il y a des compagnies qui partent avec beaucoup de pétrole pour en acheter le moins possible à destination, sauf que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on est plus lourd, on surconsomme pendant le vol. Et des compagnies aériennes comme British Airways se sont fait épingler, mais ce n'est pas interdit. Le Eurocontrol estime qu'il y a 900 000 tonnes de CO2 qui sont émises chaque année pour rien, juste parce qu'on déplace du carburant pour éviter d'en acheter à la destination où on va. Donc il y a des bonnes pratiques que certaines compagnies ont décidé d'abandonner. Les compagnies françaises, par exemple, n'appliquent plus le fuel tankering. Pour Corsair, Air Caraïbes, Air France, il y a le Transavia, il n'y a plus de fuel tankering. Donc certaines bonnes pratiques, ne croyez pas que les compagnies aériennes sont juste radins. Certes, elles veulent économiser de l'argent, et tant mieux si le fait de réduire la facture carburant est une bonne chose pour elles, mais il y a aussi certaines bonnes pratiques qui sont mises en place qui ont un impact négatif d'un point de vue économique, et pourtant les compagnies y vont et elles foncent là-dedans. Il faut simplement que tout le monde soit logé à la même enseigne. Et donc les carburants alternatifs, moins 70% de bilan carbone pour ce carburant, 5% du carburant européen, donc ça représentera une baisse de 3% des émissions de CO2 sur l'Europe à la fin de la décennie. Donc quand vous regardez un petit peu le bilan, 10% pour, enfin voilà, vous faites cette accumulation, on voit très bien que en dehors, même sans changer la flotte, alors que la flotte se renouvelle de manière accélérée, on a vraiment une capacité d'améliorer l'efficacité énergétique de l'aviation dans des proportions qui sont bien au-delà de ce qu'on peut espérer dans tout autre environnement industriel. Et ça, il faut le mettre en avant, c'est une richesse, c'est un poids, et je le vois très très vite dans les compagnies aériennes où je travaille, on a ces retours qui sont concrets, opérationnels et très très rapidement. Alors, maintenant on va parler d'un autre élément, les carburants alternatifs, ceux qui sont ici, certes, ils ont une réduction du bilan carbone qui qui est en moyenne de 70%, mais du coup qui peut être jusqu'à moins 100% sur les modèles. Par contre, le fait aussi qu'il y ait moins de soufre, moins de particules à l'intérieur, on peut aussi réduire les traînées de condensation. Donc, en réalité, il y a un double effet sur le réchauffement climatique. Moins de CO2 et moins d'effets réchauffants par les contrails. Et donc ça, c'est super intéressant. Ça, c'est un slide qui est issu de la Commission européenne. Et de la même manière, alors je ne parlerai pas aujourd'hui de tout ce qui est hydrogène, parce que c'est un petit peu plus futuriste, mais vous voyez, on a une baisse des traînées de condensation de 80%, malgré le fait qu'on augmente la vapeur d'eau, parce qu'on n'a plus aucun NOx, PM2, toutes ces particules autour desquelles, ce qui faisait des noyaux pour constituer des nuages de glace dans le ciel. Hop. Maintenant, un petit point, j'essaie de parler super vite, parce que je sais que vous aurez plein de questions, mais les points hors CO2, donc il y a des bonnes pratiques qui permettraient aussi de travailler sur les effets hors CO2, je viens d'en parler à l'instant, faire du carburant sans soufre. Aujourd'hui, les avions sont capables de prendre un carburant qui serait désulfurisé. Il y a quelques décennies, il fallait du soufre parce que ça huilait, on va dire, les rouages dans les moteurs, donc il y en avait besoin. Aujourd'hui, il n'y en a plus besoin. Sauf que les pétroliers n'ont pas réellement évolué dans leur raffinerie et ils restent avec des systèmes à l'ancienne. L'aviation, elle n'a qu'une seule demande, faites-nous du pétrole sans soufre, et à ce moment-là, ça va réduire le nombre de contrails, et donc ça va réduire le bilan carbone de l'aviation. Il y a un autre élément, on peut voler à des altitudes dans lesquelles il n'y a pas de traînée de condensation. Et ça, les militaires le savent bien, puisque les militaires, avec leurs avions de chasse, ils choisissent l'altitude de vol pour ne pas laisser de traîner derrière eux, parce qu'ils veulent passer inaperçus dans le ciel. Ils ne veulent pas qu'on puisse leur tirer dessus, simplement parce qu'ils laissent un nuage derrière eux. Et donc, on sait à quelles altitudes on pourrait ou pas avoir
ces nuages de condensation. Sauf que le trafic aérien est organisé d'une telle manière que parfois on ne peut pas laisser les avions aller à un niveau plus élevé. Et donc, ça, encore une fois, c'est une question de trafic aérien. Le trafic aérien, le contrôle aérien pourrait aussi être optimisé pour permettre aux avions de voler en priorité aux altitudes où, certes, ils consommeront moins de CO2, mais aussi dans lesquelles on aurait moins de traînées de condensation. J'ai été plus rapide que ce que je pensais, parce que j'ai parlé plus vite que ce que je pensais, et donc je rends la main si vous avez des questions.